Nouvelle émission spéciale Playoff, c'est la deuxième émission spéciale qu'on fait, on est chaud. Vous avez l'air en pleine forme. On essaie d'être à la page, on est à jour, les play-ins viennent de se terminer. On connaît maintenant toutes les confrontations des playoffs à l'Est et à l'Ouest. Et on s'est lancé un petit défi fou, c'est de faire un preview des pronostics sur chacune des confrontations en une seule émission. On est les seuls dans l'univers à faire ça. L'aventure me fait pas peur. Et on va se lancer tout de suite. On va commencer d'abord par un petit échange sur le play-in. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez maintenant que c'est terminé? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? On parle un petit peu du play-in au début. On se fera ensuite la chronique du docteur. Et après, on viendra sur chaque confrontation du premier tour des playoffs. On fera un tour de table et on fera des débats. On partagera des arguments parce que je sais que sur certaines séries, on n'est pas tout à fait d'accord. On commence par le play-in, ça vient de se terminer. Boston et Washington se sont qualifiés à l'Est. À l'Ouest, on a les Lakers et les Grizzlies. Jean-Éric, tu vas commencer parce qu'on a de la compassion pour toi, vu que toi, tu avais de l'espoir que les Spurs se qualifient. Ils n'ont pas passé les play-in. Malgré tout, en prenant un peu de distance, un peu d'objectivité, qu'est-ce que tu en penses des play-in? Alors je ne traiterai personne de tête de con là maintenant tout de suite, peut-être un peu plus tard, on sait jamais. Il cherche sa perte le type. Non, écoute, j'étais dubitatif avant sur le format play-in, j'étais pas super convaincu. L'argument du se faire sécher en un match peut s'entendre, hein, de dire putain si tu perds un match sec après t'es mort. Maintenant c'est vrai que ça a permis, je pense déjà de densifier la fin de saison. Il y a beaucoup moins de matchs qui ont été balancés par rapport aux fins de saison habituelles. Et puis on a eu des matchs de ouf. On va le dire clairement, les deux matchs de Golden State, pour ne citer qu'eux, ont été formidables. Moi j'ai pleuré devant San Antonio-Memphis, mais c'était un match assez sympa. Et je pense qu'on parlera un peu plus dans le détail de Memphis derrière, mais ils m'ont fait plaisir les garçons. Et, Jean-Jo, qu'est-ce que t'en as pensé toi? On reviendra sur ton avis après d'ailleurs, Jean-Éric. Bah, du coup, moi, comme j'avais déjà dit initialement, hein, pour moi, c'était une bonne idée, c'était de la nouveauté. Il fallait voir ce que ça pouvait apporter en dehors de la bulle. Ça a confirmé qu'une fin de saison pouvait être totalement relancée par les play-in, notamment Washington, qui était 13e à la base et qui accroche au final une place en play-off. Ça a permis des grands matchs et ça a permis aussi aux grands joueurs de s'exprimer. Donc carton plein pour moi sur ces play-in. tu parles de Westbrook là? Je- Play-in, j'étais pas du tout en faveur de cette idée, et c'est vrai qu'avec le recul, comme vous l'avez dit, ça permet de mettre de l'intensité et de l'intérêt sur la fin de saison, à part les Clippers qui s'en battent les couilles et qui se permettent de squeezer des matchs, on en parlera peut-être plus tard. Je joue pas, m'en bats les couilles. Ça donne vraiment de l'intensité pour arracher cette 6e place. C'est pas mal du tout. Et après, derrière, le play-in en lui-même, c'est vrai on n'a pas vu que des matchs de ouf. Les matchs de Golden State, c'était absolument du délire, c'est clair, c'était déjà les playoffs. On a vu un gros Tatum faire une super performance, je pense que tu fais référence à ça, Jean-Jo. Donc oui, effectivement, c'est bien. Malheureux, le petit bémol quand même que je dirais, c'est il faudrait refaire le calendrier là pour alléger un petit peu le truc, parce que c'est quand même, cette saison, c'était un rythme complètement fou. Et le play-in, ça risque quand même de fatiguer un peu les jambes de certains joueurs des équipes qui se sont qualifiées. Donc là, j'aimerais quand même qu'on prenne soin des joueurs un petit peu. Sans pour parler apparemment. Sans pour parler, la Adam Silver était en train de voir pour raccourcir la saison régulière, pour mettre justement le play-in. À voir maintenant si c'était possible. Ça serait une bonne idée, je trouve. Ouais. Donc ok, play-in, on est tous d'accord. Plutôt une bonne chose. Ça nous a permis de voir des gros matchs. Golden State, Memphis, Golden State, Lakers. Bon voilà. Est-ce que vous avez un autre truc à dire sur les play-in? Un truc que vous avez aimé ou un truc que vous avez un peu moins aimé? Vous aimeriez voir un peu différemment? Bah, il faudrait quand même revoir le système. C'est vrai que c'est un peu un système de mort subite, ces play-in. C'est vrai qu'il y a des équipes qui courent après les playoffs toute la saison, notamment Sacramento et San Antonio. Il y a vraiment plus de mecs. Nous on court pas après, mais on y va, mais bon voilà. C'était soit l'un, soit l'autre. Au final, c'est les Spurs qui y sont allés. Et c'est vrai que c'est un peu pour les équipes qui courent un petit peu après la 8e place et qui pouvaient être tranquilles une fois la qualification acquise. Ça fait un peu système de mort subite. Je voudrais voir un peu pour, je sais pas, essayer d'égaliser un petit peu tout ça. Et t'aimes pas l'idée d'avoir justement un match en mort subite? Ah si, Pour une si, fois si, en si, NBA? moi ça me plaît. Ouais. Moi ça me plaît, mais en fait c'est. Oui. C'est une demi-mort subite, c'est pas une vraie mort subite dans la mesure où la mort subite elle est pour les 9-10. Pour les 7-8 qui légitimement devraient être en playoff, eux ils ont deux chances quoi. Tu te rates la première, t'as un match de rattrapage.
Et voilà, maintenant je sais que tu vas arriver à la proposition de et pourquoi pas le faire jusqu'à la 12e place. Non, ça marchera pas parce que vous ferez 13e l'année prochaine, tu le sais. Ah, on va re-signer Richard Holmes pour 80 millions pour 4 ans, ça Ouais, va c'est aller. gagné, alors. Ah non, bah alors c'est bon, vous faites top Vous êtes 4 l'année serein. prochaine. Ouais, vous êtes serein par rapport à ça. Et Washington, alors c'est vrai qu'on parle de Moi, Washington, ils auraient peut-être pas balancé, enfin ils auraient peut-être balancé leur fin de saison, alors qu'ils finissent 8 au final, hein, donc Ouais. théoriquement Washington, ils avaient, enfin s'ils avaient été sur le mode classique, hors play-in, ils étaient qualifiés pour les playoffs, mais là, je pense que quand t'es 13e à 20-25 matchs de la fin, je pense qu'ils auraient balancé s'il n'y avait pas eu le play-in, alors que finalement ils ont fait ce qu'il faut pour même finir 8e, quoi. Ouais, pour pouvoir faire un super premier tour des playoffs face aux Sixers. On en parlera après, ça valait vraiment le coup. Allez, on enchaîne parce qu'on va avoir quand même tous les premiers tours à faire. Donc on enchaîne. Petite transition, c'est un mélange de divertissement et de santé. Ça s'appelle le divertissanté. C'est un terme qu'on vient d'inventer et qui va faire fureur, qui va lancer une mode. On part sur des effets spéciaux, une transformation, puisque c'est la rubrique du docteur. Le but du jeu, c'est de faire un petit show avec nos moyens. Allez, transformation. Hop là. On veut pas péter plus haut que notre nez. J'ai très peur. Super transition, merci Billy Bob, ça me fait plaisir. Et justement, ma rubrique cette semaine se rapporte à un des matchs du play-in, à savoir Los Angeles contre Golden State. On a vu LeBron mettre un 3 points ultra clutch à 2 mètres de la ligne, et qui a déclaré après coup qu'il voyait 3 anneaux et qu'il avait visé celui du milieu, suite à une faute de Green, ou alors peut-être qu'il prend un petit contact dans les yeux, mais surtout il tombe en arrière et sa tête tape le parquet un peu comme une merde. Donc son histoire de 3 anneaux, je me suis dit, est-ce que médicalement ça s'explique, quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé au garçon? Donc il y a un truc qui s'appelle la diplopie, hein, du grec diplos, qui veut dire double, et opsis, qui veut dire la vue, qui est un trouble de la vision qui se caractérise par une sensation de vision double. On distingue des diplopies monoculaires, qui persistent à la fermeture de l'œil sain, et des diplopies binoculaires qui disparaissent à la fermeture d'un œil. Ça me fait mal à la tête, ça me donne des migraines de fou. Je vais pas vous refaire l'anatomie oculaire et le chiasma optique derrière, parce que ça c'est quelque chose que vous gérez. Donc on va juste parler un petit peu des causes de diplopie. Donc les diplopies monoculaires, en général c'est une infection du globe oculaire, que ce soit une lésion ou une anomalie de la cornée, une lésion de l'iris ou une lésion du cristallin, genre une cataracte nucléaire. Et quand je dis nucléaire, Jean-Jonathan, non, c'est pas de la radioactivité, reste concentré s'il te plaît. Oh, mais arrêtez de me prendre pour des cons, d'accord? A l'inverse, la diplopie binoculaire, quelque chose qui est un peu plus inquiétant, ça traduit souvent une anomalie neurologique. On l'objectivera bien entendu grâce au test que vous maîtrisez, le test de S-Lancaster, ou test de Lancaster tout court, hein, pour les intimes. Bien évidemment, je vais pas traiter toutes les causes que vous évoquez dans vos petites têtes là, parce que ça va être trop long. Donc juste rapidement, on a les causes orbitaires, donc fracture du plancher de l'orbite, qui risque d'entraîner une incarcération du muscle droit inférieur. Également la maladie de Basedow, qui peut entraîner des pathologies également de l'orbite. Le syndrome d'hypertension intracrânienne, qui entraîne une souffrance diffuse des nerfs oculomoteurs latéraux. Les lésions du tronc cérébral, qu'elles soient tumorales ou vasculaires, et puis bien entendu les pathologies un peu de système qui vont entraîner des troubles neuro, à savoir le diabète, la maladie de Horton, la sclérose en plaques. C'est compliqué ce que je dis? Pas du tout. Dans le cas de LeBron, son histoire de vision triple, c'est clairement, je pense, une exagération pour les médias pour faire joli, à moins qu'il ait eu un 3e œil au milieu du front d'Illuminati reptilien. La cause probable, c'est son traumatisme crânien, même si une consommation excessive d'alcool n'est pas formellement exclue, comme Jean-Jonathan dans ses plus belles années. T'as les dossiers, hein. T'as les dossiers sur Jean-Jo, parce qu'effectivement... On veut des preuves, on veut des preuves. Donc en fait, si je résume, c'est possible qu'il ait vu trois cercles par rapport à son choc ou une consommation d'alcool avec Drake la veille à la soirée qu'il a fait avec... À la soirée Tequila, exactement, ça mérite de se soirée poser la Tequila. question, est-ce que la soirée Tequila était si sobre? Est-ce que la rupture du protocole sanitaire? Mais on reviendra dessus après. On reviendra dessus derrière. Ok, super. Bon, mais voilà, c'était important, très important même d'avoir une analyse médicale sur ce qui s'est passé lors de la fin de ce match entre les Warriors et les Lakers. LeBron James qui voit trois cercles. Juste, hein, c'est un truc de fou parce qu'il a marqué le tir le plus lointain de sa saison. C'était ce tir-là. Il arrive à ce moment-là, c'est complètement fou. C'est la magie du sport, c'est la magie de la NBA. C'est pour ça qu'on adore les playoffs. Je suis super excité à l'idée de parler des playoffs avec vous. Vous mettez tous les deux en mini-jupe? On y va, on enchaîne, on a plein de confrontations à faire. On va commencer tranquillou avec la conférence Est.
On y va. On va faire un tour de table pour chaque confrontation. Je vais vous demander à chaque fois de me dire qui, selon vous, sortira vainqueur avec le nombre de victoires pour chaque tour. Et la personne qui a un avis un peu différent des autres commencera par argumenter et on partira sur un débat conférence Est. Premier de la conférence, les Sixers qui jouent contre les Wizards qui sont qualifiés au Play-in Tournament. Qui gagnera cette série avec combien de victoires? On commence par Jean-Jo. J'ai mis 4-0 pour les Sixers, un sweep. Jean-Éric. J'ai mis 4-0 pour les Sixers. La question se pose Et tellement. moi j'ai mis 4-0 pour les Sixers. Alors je propose qu'on se donne un défi, c'est qu'on ne parle pas de cette série pour plus de 8 secondes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop en parler. Parce que ça va aller très très vite. Mais bon, je vous laisse commencer. Allez, Jean-Jo, qu'est-ce qui te fait penser que ça va être un massacre comme ça? Bah, personne peut arrêter Embiid chez les Wizards. Personne peut. La défense sur Bill et Westbrook, ils vont être cadenassés par la défense des Sixers. Les Sixers sont juste au-dessus, en fait. Il n'y a pas match. Et un peu de respect pour Brook Lopez, quand même. Pour Gafford, à la limite, qui s'est pris 50 Robin. millions. Et c'est Robin Lopez. Robin, pardon. Rookie, À Rookie, chaque fois, je Rookie. dis- ouais, pour Robin Lopez qui va stopper Embiid. Oui, j'espère pour lui, j'y crois. Jean-Éric, un truc à rajouter? Non, moi j'ai juste regardé les 3 matchs de saison régulière et les 2 premiers, mais ils datent il y a vachement longtemps, c'était début janvier et fin décembre, étaient un peu serrés quand même. Et la constante dans ces 2 matchs qui était un peu serrée, c'est que Bill avait fait un carton. Et je pense que en plus de la défense de Philly qui est très largement supérieure à ce que va proposer Washington, Bill il a pas l'air d'être sur ses 2 jambes quoi. On a vu qu'il traînait la cheville, donc c'est vraiment pas bon. Et je pense que leur seule chance c'est d'avoir un Bill en feu. Et je pense qu'ils l'auront pas, c'est pour ça que je pense qu'ils prendront même pas un match. C'est ça, il est complètement diminué. Lors de la saison, les Sixers ont gagné les 3 matchs contre les Wizards. Vous avez remarqué que ça fait 4 secondes que je parle des Wizards et j'ai toujours pas dit que Westbrook c'était un tocard. J'essaie vraiment d'être ça y est, d'être c'est vraiment objectif. Non, mais voilà. Donc il n'y a aucune chance. Voilà, il y a aucune chance. Ça va. Et puis voilà, ils vont encore une fois, Westbrook va prouver qu'en playoff, il est bidon. Depuis que KD est parti, il n'a jamais dépassé les 40% au tir, à part contre Houston. Et on s'en souvient, c'était vraiment pas terrible. Bradley Beal joue sur une jambe. Allez, on passe à la confrontation d'après. Ça sert à rien de trop parler de celle-ci. On passe au 4e contre au 5e. C'est New York contre Atlanta. Ils ont le même bilan en termes de victoires, mais c'est New York qui a l'avantage du terrain. J'ai hâte de vous entendre. On change le premier qui donne son avis, c'est Jean-Éric. Moi, j'ai mis New York 4-1. New York 4-1, Jean-Jo. J'ai mis New York 4-3. Et moi, j'ai mis New York 4-1. Jean-Jo, qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça va être une série aussi serrée? Alors, on est sur 2 équipes qui affichent un niveau de jeu quand même, je trouve, similaire, avec chacune des 2 équipes leurs forces et leurs inconvénients. On a d'un côté à New York la triplette Randle, Barrett et Rose qui est capable de faire la différence, mais de l'autre côté à Atlanta, on a un collectif qui est super bien huilé avec Trae Young qui est capable de dynamiter l'équipe. Moi, je pense que New York peut gagner en 7, notamment grâce à l'avantage du terrain, mais je pense, et c'est un souhait aussi de ma part, parce que Frank Ntilikina, s'il joue, peut faire la différence sur Trae Young. Et ça, c'est un souhait de ma... J'aimerais bien le voir jouer en play-off, c'est pas pour faire plaisir à Jean-Éric, tout le monde sait que je le déteste. Ils sont tellement sympas, ils vont jamais boire de bière entre eux. Mais je vois New York s'imposer. Je pense que ça va être une belle série parce qu'on a 2 équipes qui proposent un jeu, pas un jeu similaire, mais un niveau similaire. Et ça peut être une belle série justement. Ouais, même nombre de victoires lors de la saison, alors qu'Atlanta a eu une saison quand même vachement chamboulée avec un changement de coach, etc. Ils ont fait une bonne deuxième partie de saison. Ok, je comprends les arguments. Jean-Éric, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je pense qu'il y aura pas match parce que franchement, j'aurais pu mettre 4-0, mais j'ai mis 4-1 parce qu'en effet, sur une folie de Trae Young, on sait jamais. Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Jonathan, j'ai l'impression que le fond de jeu des Hawks il est plutôt pauvre, alors qu'à l'inverse, le collectif de New York est hyper bien rodé. Je pense que la phrase, je la redirai plusieurs fois, mais en playoff, c'est la défense qui gagne. Donc, Et la viande aussi. Non, je l'ai pas dit. Non. Ouais, tu veux Encore pas une le dire fois, là-dessus? je l'avais dit il y a quelques semaines. Ok. Capella et Collins, c'est costaud physiquement. Non, je vais pas partir sur la viande. C'est vraiment, je pense, le collectif et la défense de New York qui sont au-dessus.
Alors oui, moi aussi j'ai entendu Thibodeau dire que Franck allait avoir sa chance en playoff. J'y crois pas. Et vivement qu'il soit éliminé au tour suivant pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Mais en attendant, sur ce match, sur cette série-là, je vois New York très au-dessus. Ils ont gagné 3-0 en régulière. Le dernier match était un peu plus serré. C'était à New York, ils ont gagné en prolongation. Mais voilà, je pense que au niveau des absences, il y a enfin, voilà, des absences qui sont connues, hein, Cam Reddish à Atlanta et Robinson toujours à New York. Mais voilà. Après, le seul bémol que je mettrais, c'est qu'Atlanta reste sur une bonne dynamique sur la fin de saison avec le retour de Bogdanovic, qui clairement, sur les moments chauds, lui, il peut porter ses balls et peut-être faire la différence. Il y a un truc qui s'est cassé entre toi et Thibodeau, à jamais, j'ai l'impression. Mais mets-lui une grosse patate dans sa bouche, tu vas voir après comme il va se calmer. Et ça tient en 5 lettres, F-R-A-N-K. Et je demanderai pas à Jean-Jonathan de donner le nom derrière. Non, il va faire un malaise. Oh, là, tu t'es entraîné, ça fait plaisir, tu vois. Le mec a bossé. Je lui ai envoyé un tuto. J'ai pas grand chose à ajouter. Moi j'ai mis aussi 4-1. En fait, quand on voit le style de jeu d'Atlanta, c'est clairement l'axe Young Capella qui déclenche tout. Et je pense que les Knicks ont les armes pour stopper cet axe-là. Même si Young il est très bon dans la lecture de jeu, mais derrière la défense de New York, elle est prête. Elle est prête pour ça. Elle est prête pour cette équipe-là, en tout cas. J'ai aucun doute là-dessus. J'espère que Robinson il est en time decision, hein, donc j'espère que il est pas trop diminué, qu'il va pouvoir revenir parce que il peut avoir un impact justement sur la défense sur Capella qui quand même font un bordel. Donc j'espère que Robinson sera là et qu'il sera rétabli, qu'il sera à fond pour cette série-là. Pour moi, il y a un facteur que tu as évoqué rapidement, Jean-Jo, hein, mais faut le dire clairement. Hein, les Knicks vont jouer devant 15 000 personnes au Madison. 15 000 personnes, ça, déjà, ça va être un truc de fou. On va tous chialer, on va pas se mentir. On va tous chialer. Mais ça va clairement être un apport très important. Ils ont joué devant maximum 7 personnes. Tu vois, il y avait personne pendant toute la saison. Il y a 15 000 personnes au Madison Square Garden. Le retour des Knicks au playoff avec une équipe de guerriers, ça peut foutre un bordel. Je prédis quand même une victoire d'Atlanta lors du match 3. Il va se passer ce qui va se passer. Trae Young va nous faire un match à plus de 40 points et Bogdanovic avec plus de 8-3 points marqués dans le match. Je le prédis. Et c'est le petit coup de folie qui fait que les Hawks vont gagner un match dans cette série. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on a hâte de voir cette série-là. Encore une fois, ça peut être vraiment un truc pas mal. Alors, je crois qu'au match 3, Frank doit contrer Trae Young sur sa dernière tentative à 3 et c'est ça qui fera gagner le match par New York. Et c'est le 4 qu'ils vont prendre. C'est le 4 qu'ils vont prendre. Ça va lui permettre de finir le super max derrière. Ça sera ces 6 secondes. Les 6 secondes que lui donne régulièrement Thibodeau en disant tiens, tu fais une séquence défensive pour voir, ça sera celle-là. Français. Allez, on passe à la série d'après entre le 2e et le 7e. Nets contre Celtics. Les Celtics qui se sont qualifiés en play-in. On y va, c'est parti. On commence par Jean-Éric. Moi j'ai mis les Nets 4-1. Les Nets 4-1, Jean-Jo. Pareil, 4-1 pour les Nets. Les Nets 4-1 et moi j'ai mis les Nets 4-1. Bon, ben voilà. Jean-Éric, tu as commencé. Ouais. On est d'accord, pour une fois on est d'accord. Jean-Éric, tu commences 4-1. Pourquoi 4-1? Pourquoi les Nets? Je pense que individuellement ils sont très très au-dessus. Le seul bémol que je mettrais, d'où le fait qu'ils vont peut-être en perdre un, c'est que le collectif, à mon avis, il est pas bien rodé parce que les gars ont vraiment pas eu l'occasion de jouer ensemble. Le dernier match que ces deux équipes ont fait était à Brooklyn, et c'était le 24 avril, donc c'était il n'y a pas très longtemps, victoire de 5 points de Brooklyn, les deux autres il y avait un peu plus d'écart. Les Celtics, moi j'y crois pas. Alors certes, c'est une match-up qui est moins défavorable que d'autres, parce qu'il n'y a pas un gros pivot dominant à Brooklyn, et clairement c'est le point faible de Boston. Mais putain, le triangle de Brooklyn, ils n'arriveront pas à le tenir. Avec Jaylen Brown, on aurait peut-être pu discuter. Mais sans les gars, franchement, on va se parler franchement. Sans Jaylen Brown, c'est là, il n'y a vraiment aucune chance. Déjà, ils ont pris le 7ème spot. Moi, j'y croyais pas. Hein. Moi, je les voyais shooter et je les voyais même pas sortir du play-in. Ils l'ont fait, tant mieux. C'est cool. Ça fait que leur saison n'est pas totalement foutue. Mais il va falloir se poser des questions pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Boston a tiré sur la corde au maximum et que là, ils sont arrivés au max qu'ils peuvent faire et ils vont se faire défoncer par les Nets, il n'y a personne qui peut les arrêter. Le seul truc, c'est que les Nets ont montré pendant la saison qu'ils pouvaient perdre des matchs à la con, ils pouvaient être très irréguliers tout d'un coup, donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont laisser échapper un match et ce sera le match 4
puisque lors de ce match 4, il y aura 3-0. Et là, au Garden, ils vont gagner un match, puisque Tatum marquera 53 points. Et Pritchard marquera 7-3 points dans ce match-là. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oui, bah si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi je sais vraiment pas quoi dire. Belle Ça fait analyse. déjà- Non, mais t'as un truc à rajouter sur cette série entre Ça les fait Nets déjà et les 72 points quand même sur deux mecs. Hein. Et Fournier, il fait quoi? Euh, Bien sûr. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est qu'on pourrait pas. Non, moi, il y a quand même un point que j'aimerais voir, pardon, chez les Nets. C'est la déclat d'Arden qui dit qu'il ne se soucie plus de ses stats et qui va jouer pour le collectif. J'ai hâte de voir ça, parce que s'il le fait vraiment, et j'insiste sur le vraiment, ça peut donner quand même quelque chose de terrible à Brooklyn, parce que ça va être Ouais. très compliqué à prendre s'il fait vraiment plus gaffe à ses shoots et qu'il fait que des passes. Et j'ai Il envie l'a de fait dire sur que son si- dernier match, hein, le match enfin sa reprise qui était le dernier match de saison régulière. Il l'a fait, hein. Il m'a niqué ma fantasy league en faisant rien, quoi. Et j'ai envie de dire, si Harden, il est pas dans cet état d'esprit avec cette équipe-là, c'est que vraiment il a rien compris au basket et qu'il faut qu'il arrête, quoi. Parce qu'avec les joueurs qu'il a autour de lui, s'il continue à penser à ses stats alors qu'il a toujours pas gagné de titre et que là il a enfin un effectif pour le faire, là faudra. Moi ça fait longtemps que je regarde plus les déclarations d'Harden, hein, vous savez ce que j'en pense, mais là s'il montre pas un comportement différent, c'est chaud. De C'est vraiment chaud. toute façon, des trois, je pense que c'est celui qui a potentiellement le plus le sens de la passe. Même si je pense un peu comme toi, Billy Bob, que son sens de la passe a souvent été guidé par une volonté statistique. Il est capable, il l'a fait sur des matchs cette saison, est capable, carrément. s'effacer derrière Durant ou s'effacer derrière Irving, et les deux en même temps, je pense qu'il est capable de le faire. Et je l'ai vu sur quelques matchs cette saison quand même essayer de défendre, et ça c'est indiscutablement un progrès. S'il défend un peu, s'il joue collectif, c'est pas les Celtics, ils vont leur marcher dessus, quoi. Le seul truc, le seul truc que je me dis, c'est au niveau coaching, Steven, c'est quand même un cran au-dessus. Est-ce que ça va combler, est-ce que ça peut combler un petit peu le retard qu'ils ont en termes d'effectifs et de talent? Je pense pas du tout. Mais voilà, ça serait intéressant de voir comment Stevens prépare cette série-là et voir comment il va gérer ça. Je vous propose donc qu'on passe à la série d'après. Parce que là, les séries qui nous attendent, là, croyez-moi, elles vont être pas mal parce que j'ai vu vos brackets et je pense qu'on va s'amuser. Bucks contre Heat, 3e contre 6e. Jean-Jo, tu commences. 4-2 pour le hit. Jean-Éric. J'ai mis Milwaukee 4-3. Et moi j'ai mis Milwaukee 4-2. Donc Jean-Jo, il pose ses couilles sur la table et il nous met Miami vainqueur. Vas-y Jean-Jo, tu commences. Alors, pourquoi je vois Miami passer? Parce que déjà l'année dernière, donc c'est Miami qui a battu Milwaukee. Et leur équipe n'a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. C'est une équipe qui a un axe Jimmy Butler, Bam Adebayo, qui est quand même assez terrible, pour le coup, avec beaucoup de role-players qui remplissent bien leur rôle. Spoelstra, on le dit année après année, c'est un coach qui n'a plus rien à prouver, qui s'est tiré pleinement profit de ses joueurs. Et je pense que leur grande force contre Milwaukee, c'est leur jeu lent. Milwaukee a beaucoup de mal, Giannis en l'occurrence a beaucoup de mal à jouer contre les équipes qui proposent du jeu lent, parce qu'il doit shooter beaucoup plus, et c'est son point faible, on le sait. Et je pense que c'est pour ça que Miami, pour moi, c'est leur pire match-up à Milwaukee. Et je pense que c'est pas Jrue Holiday qui fera la différence. Je pense vraiment que Miami va encore pressionner tout le monde, et je pense qu'ils peuvent vraiment battre Milwaukee. Jean-Éric. Je suis d'accord avec tout, sauf avec l'avant-dernière phrase. Je pense que la différence va se faire justement dans l'évolution de l'effectif de Milwaukee. Parce que clairement, comparé Jrue Holiday et Eric Bledsoe, il n'y a pas photo. Ils l'ont fait venir pour ça, hein, parce que je pense qu'ils l'ont fait venir parce qu'ils ont bouffé 4-1 l'année dernière face à Miami et qu'ils ont besoin d'un mec qui soit capable de tenir la baraque sur demi-terrain. C'est un gros défenseur, offensivement c'est un mec quand même très intelligent. Je pense que c'est un joueur qui est pas mal sous-côté, même si maintenant il a le compte en banque qui va avec.
Mais ça va être, je pense, à l'Est sans aucun doute, c'est la série la plus compliquée à pronostiquer. Ça va être des défenses de malades. Ça sent les bons, enfin, ça va être des bons matchs. Il va y avoir de la viande. Ça, c'est un ballon royal. Ça va friter à l'intérieur. Ça va pénétrer. Ça va La match-up trash-talker. Adebayo-Yanis, ça va être génial. Je pense Ça va être un que bordel. moi je mets Milwaukee parce que Jrue Holiday et parce que l'année dernière il y avait un Tyler Hero qui était on fire dans la bulle et que clairement ça a été le facteur X pour Miami. Et cette année il a l'air un peu en dedans par rapport à ça. Au moment où on enregistre, le match a commencé, c'est Duncan Robinson qui a pris les choses en main en début de match, mais voilà, Tyler Hero il a moins de temps de jeu, il est moins impactant, à voir. Mais ça peut tomber des deux côtés, je pense, vraiment. C'est vrai qu'à effectif quasiment égal, les Bucks sont un peu meilleurs avec Jrue Holiday notamment. Les Heat sont un peu moins bons parce que Tyler Hero il passe un peu à côté, même s'ils se sont renforcés avec Ariza. Il y a quand même quelques trucs pas mal. C'est deux équipes qui ont le même defensive ratings, donc là ça va être chaud, ça va défendre de ouf. J'aurais tellement aimé voir Oladipo à Miami dans cette série-là. Je trouve que c'est un super fit pour le roster, pour la culture, la façon dont il joue. C'est vraiment très dommage. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant avec Milwaukee, c'est que cette année, on les attend un peu moins. Tu vois, avant, c'était vraiment les leaders de l'Est. On parlait que de eux. Peut-être qu'il y avait un peu trop de pression sur eux. Giannis était MVP. Là, on se concentre sur les Sixers et les Nets. Ils sont un petit peu derrière Milwaukee. Et c'est là, je pense, où justement, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Une série très difficile à pronostiquer. Il fallait faire un choix. Bon, les Bucks ont quand même battu les Heat au mois de mai et les Nets 2 fois. Donc je pense qu'ils sont quand même sur une dynamique qui est vraiment intéressante. Et j'ai quand même envie de penser que Giannis il est en mode revanche de ouf et que ça peut être un sacré bordel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Milwaukee, mais je comprends tout à fait qu'on puisse mettre Miami sur cette série-là. Il y a un truc important, c'est que Budenholzer il s'est fait outcoacher de malade par Spoelstra l'année dernière. Clairement, ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour que Giannis n'existe pas. Le coaching était franchement douteux. On avait l'impression qu'il était cantonné sur ses temps de jeu. Moi, je l'ai trouvé moche l'année dernière, Budenholzer. C'est quand même pas théoriquement un mauvais coach. Et que là, s'il passe pas le premier tour, il saute. Le mec, il saute. Là, c'est c'est jamais chaud. il passe pas parce que Si il vient Milwaukee de- passe pas le premier tour, Ils ont 3 Avec joueurs qui sont l'équipe. payés à blinde, c'est pas les joueurs qui vont bouger, c'est le coach qui changera. Donc il a intérêt, le garçon, à assumer et à mener son équipe intelligemment, quoi. ça serait un drame que Milwaukee ne passe pas ce premier tour. C'est là où il y a un coup de pression quand même assez chaud pour eux sur cette conférence Est. On passe à la conférence Ouest, les gars, parce que là, je crois qu'on va Allez, on va au s'amuser. soleil. Allez, on va au soleil, puisque on commence par la première confrontation Jazz Grizzlies, les Grizzlies qui sont qualifiés lors du play-in. Les Jazz les ont battus 3 fois en saison régulière, dont 2 fois sans soit Conley, soit Mitchell. Jean-Éric, tu commences, quel est ton pronostic? J'ai mis Utah et j'ai mis 4-1. Ok, 4-1. Jean-Jo. Pareil, Utah 4-1. Et moi, j'ai mis les Jazz 4-1. Donc on est tous alignés par rapport à On est ça, quand même Jean-Éric. vainqueurs, hein, dans l'ensemble. Ouais, franchement, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Jean-Éric, qu'est-ce que t'en penses de cette série? On attendait Pour l'instant. l'équipe. Ouais, elle m'excite cette série. Oh bah je suis content, hein. Ça veut pas dire que j'éjacule, mais Je la trouve vraiment sympa. J'avais pas beaucoup suivi Memphis cette année. Je sais que l'absence de Jackson Jr. leur avait fait du mal. Et là, il est de retour. Les 2 matchs de play-in qu'ils font, c'est ultra solide. C'est très intéressant. Ils ont pas un mec qui score à mort, quoi. Il n'y a pas un mec à plus de 20 points par match. Valanciunas, c'est une bête, ce mec, hein. C'est assez impressionnant ce qu'il fait cette saison. Jaren Jackson Jr., il a l'air un peu poliopathe quand il tire. Mais c'est efficace. Le petit Ja Morant, c'est propre. Et il a pas l'air d'en faire trop. Je sais qu'il est capable sur certains matchs d'un peu faire n'importe quoi. Mais là, sur cette semaine qui était quand même du win or go home, il a été hyper propre. Les matchs ont été serrés contre Utah cette année. Voilà, je pense qu'ils sont capables d'en prendre un. Je leur souhaite d'en prendre un. Maintenant, je pense qu'Utah est au-dessus. En espérant que Mitchell soit vraiment bien remis, parce que je pense que la clé, ça reste Donovan Mitchell. Ça va être ça aussi quand même le petit bémol, le petit point d'interrogation pour Utah. C'est l'état de santé de Mitchell qui n'a pas joué depuis 102 ans et qui a une cheville toute pourrie. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi j'attends justement le duel Valanciunas-Gobert.
Mhm. Ça va envoyer des parpaings dans la gueule. Bon alors attends, parce que Jean-Jo, la dernière fois qu'on a parlé d'Utah, tu t'es plaint de ne pas avoir de mouvement de Gobert. Là, tu Non. t'attends pas à avoir du Hakim Olajuwon face à David Robinson. Non, Hein. Ça va être un autre délire. Hein. L'ambiance, ça va être différente. Mes Hein. propos, encore une fois, non, je n'ai pas dit ça. Tu dis que tu n'es pas d'accord, mais tu ne dis pas c'est faux. Si. J'ai dit que j'étais frustré que Gobert ne touche pas la balle. En défense, j'ai toujours respecté Gobert, j'ai toujours respecté ses mouvements, mais il touche pas la balle. Donc, ça risque de m'énerver. Ça risque de m'énerver, je risque d'en parler d'ailleurs. Non, ce que je veux dire, c'est que ça risque pas de changer. Hein. Ça va être un duel physique, costaud, de rebond, etc. Et je pense pas Ah oui. que les deux ils vont toucher beaucoup de ballons. Hein. Ah non, mais j'ai quand même envie de voir, parce que Valanciunas, au final, c'est un poids offensif important hein, pour Memphis, et il risque lui de toucher des ballons. Donc Mhm. avoir la défense de Gobert dessus. J'ai envie de voir Dylan Brooks aussi. Moi. Il Oui. m'a impressionné, sa défense en play-in était... Alors j'ai pas vu assez de matchs de saison pour voir si sa défense est comme ça tout le long, mais de ce que j'ai vu en play-in, c'était quelque chose quand même. Donc, Bah là, disons qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils soient en mission défensive sur le meilleur arrière, parce que vu ce qu'il a fait sur Curry, même si Curry il a quand même réussi à marquer presque 40 points, mais la défense en strict, il va Ouais. pas aider le mec. Comment départ là, quand il y a un joueur qui est bon, il y a un mec en strict tout terrain, il nous a fait ça, il va faire ça sur Mitchell, enfin voilà, ça va être assez impressionnant. Ouais. Vas-y, continue. Et bah voilà, après, pour moi, Ja Morant, c'est encore trop juste hein, pour mener son équipe à plus de victoires. Non, contre une équipe, contre Utah, s'ils en prennent un grâce à lui, c'est très bien. Je le vois pas en avoir plus à ce stade. Par contre, c'est un joueur excellent qui a peur de rien, qui tente des tomards Il est incroyable. de malades mentaux. Mais non, très très grand joueur en devenir, je pense. Ja Morant, donc à voir aussi pour CPF. Énorme Morant contre les Warriors. Il m'a vraiment surpris, pour rejoindre ce que disait Jean-Éric, sur sa maturité. On va me détester pour dire ce que je vais dire, mais il est déjà beaucoup plus mature que Westbrook dans son jeu. C'est vrai. Je suis désolé, les gars. Tout le monde l'a vu venir. Le mec, il lit le jeu, il gère le timing, il force pas, il fait pas n'importe quoi. Bon là, il a sorti le match de sa vie au niveau de l'adresse contre les Warriors. Il m'a vraiment impressionné. Évidemment, on va pas se baser que sur un match, mais ça va être vraiment intéressant de voir Morant sur la scène des playoffs, voir ce qu'il va faire. Du côté Attention, des Billy Jazz, Bob. ils ont quand même des stoppers On parle Je du termine juste deuxième ma meilleur phrase. Les meneur de Jazz, ils ont quand l'histoire. même des Ils ont quand même des Arrêtez quand même. Ils ont quand même des les Jazz, ils ont quand même des stoppers défensifs. Je pense qu'il va y avoir du Royce O'Neal sur Ja Morant. Il faudra voir ce que ça donne éventuellement. Mais Conley. ouais, je pense que là, ça va être compliqué pour les. Comment? Et Conley aussi, oui, Conley, non, mais je voilà, pense ils ont que- plusieurs Sauf stoppers que Conley, défensifs. il peut l'emmerder, hein. C'est un bon défenseur. Parce que Oui. Morant, sur 48 minutes, s'il se prend Conley, O'Neal et même éventuellement Ingles qui peut défendre sur les meneurs, ça va être tendu pour le petit quand même. Après, il va y avoir un duel Ok. hyper intéressant. Ça va être Joe Ingles contre Slobo, contre Kyle Anderson. Le duel du mec le plus lent possible. Ça va être énorme. Et les gars sont hyper forts au ralenti. Voilà, c'est assez du Ouais. talent. Mais attends, moi je veux pas qu'on réduise Memphis à Ja Morant. Je trouve que justement, ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est qu'il y a un vrai collectif, quoi. Et voilà, donc n'en déplaise aux mecs qui ne jurent que par les stars, salut Jean-Jo, le collectif ça prime. Et ça va être un match, une série de collectifs, ça va être intéressant à voir. Ouais. Mais bon, là, le collectif de Utah, il est quand même un cran au-dessus cette année. Les remplaçants, Grizzlies surtout. ont gagné. Et les remplaçants, ouais, le collectif est vraiment deep. Les Grizzlies ont gagné le match 4, grâce notamment aux 40 points et 15 passes décisives de Morant et des 20 rebonds de Valanciunas qui va foutre un bordel parce que Gobert va prendre 3 fautes au premier quart-temps. Et ensuite, ça va être aussi parce que Mitchell et Conley sur ce match-là, ils vont faire un 20% au tir cumulé. Ils vont complètement se trouver. C'est de plus en plus précis, hein. Sur la dernière série, tu vas nous faire le film du match en entier. Hein. Et tout ça, c'est. Ces petits Vas-y, moments vas-y. vidéo, tu les extrais pour les mettre au montage. Prochaines émissions. Je n'oublierai pas ces pronostics. Tout ça, ça sort de mes formules Excel. Hein. Tout est calé. Hein. Allez, on passe à la série d'après entre les Clippers et les Mavs. Les Clippers qui finissent 4e contre les Mavs de Doncic. T'en as rien à foutre? Non, sans rien foutre, Catherine. Sans rien foutre. Super, sans rien foutre. Allez, on y va. Jean-Jo, tu commences. Bah, 4-0 plus peur. Allez, toi, t'as pas le temps. Ok, Jean-Éric? Oh, j'ai hésité entre 4-1 4-2, j'ai mis 4-1 pour les Clippers. Mais 4-0, putain, t'es dur. Hein. Et moi, j'ai mis 4-2. J'ai mis 4-2 pour les Mavs. Vas-y, Jean-Jo. Un petit sweep.
Qu'est-ce qui va se Pour les, passer ah, sur pour les le Mavs, Billy Bob, 4-2 Ouais, pour les d'accord, Mavs ou pour les Clippers? Pour les Clippers, pardon. Jean-Jo. Non, bah 4-0, alors 4-0, 4-0, tu l'as dit juste avant, ils finissent quatrième, ils font du load management à tout va, ils en branlent pas une, les mecs c'est des feignants, ils jouent pas, et ils finissent quatrième. Maintenant, Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverley en défense, c'est une chienlit à tous les postes. Offensivement, c'est super fort. Alors, peut-être que les Mavs vont prendre un match grâce à un exploit de Doncic, mais moi, je pense plus que déjà la clé pour les Mavs, c'est plus Kristaps, parce que c'est de lui, enfin c'est lui qui sera le moins emmerdé défensivement. Maintenant, les Clippers sont prétendants au titre, il faut qu'ils le prouvent. Je pense qu'ils vont arriver en playoff et qu'ils vont vouloir envoyer un message. C'est les Mavs qui vont prendre, je pense. Jean-Éric. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a vu l'année dernière, quoi. Il a fallu un match titanesque de Doncic pour. Ouais, mais attends, qu'il prenne j'ai des trucs. peur de dire une grosse connerie, mais les dernières, les Mavs, ils jouaient sans Porzingis. Sans Porzingis, c'est pour ça, je pense. Et Mais le problème, c'est quand qu'il même joue. une différence, quoi. Il joue souvent sans Porzingis. Le problème, c'est qu'il est vraiment pas. Enfin, il est régulièrement absent. Et je pense qu'en effet, je suis pour une fois parfaitement d'accord avec Jean-Jonathan. C'est pas Doncic qui fera la différence. Doncic, il va se déchirer. Il va faire tout ce qu'il peut. C'est est-ce que Porzingis sera là et qu'est-ce que Porzingis va apporter. Et si Porzingis passe au travers, je suis pas sûr qu'ils arriveront à en prendre plus d'un. S'il est présent, s'il fait le taf. Les Clippers, le problème du load management, c'est que je suis pas sûr que l'équipe soit parfaitement bien en place. Ibaka a vachement loupé de match. Il revient juste. À voir. Après c'est bien évidemment Batum qui fera la différence. Bien sûr, avec un match à 57 points lors du match 4, non, je déconne. 57. Clairement, 57 points, que des 3 points dans le corner. Un bordel. La raison pour laquelle j'ai donné 2 matchs aux Mavs, c'est uniquement parce que il y a Porzingis en plus dans l'effectif et que effectivement il y a beaucoup de si, hein, mais il faut qu'il assure, faut qu'il montre qu'il puisse faire quelque chose. C'est la seule raison qui me fait penser que les Mavs peuvent gagner 2 matchs, parce que sinon je serais parti sur un 4-1, même un 4-0, mais clairement les Clippers ils sont quand même plus complets que l'année dernière. Ils ont un effectif qui est, voilà, Batum, Ibaka, tout ça, c'est quand même un effectif qui est beaucoup plus homogène, plus complet. J'imagine que Paul George il va revenir avec un petit sentiment de revanche quand même pour montrer ce qu'il vaut, parce que l'année dernière il s'est complètement troué en playoff. Donc effectivement, là, les Clippers ils devraient gagner. Je donne 2 matchs aux Mavs, mais je serais pas choqué si on part sur un 4-0 ou sur un 4-1, clairement. Mais bon, c'est toujours un plaisir de voir Doncic en playoff. Ça, c'est clair que on a hâte de voir ça, parce que l'année dernière, il m'a fait sauter de mon canapé en direct quand il a fait son buzzer beater. C'était complètement n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ok, bon. Il nous reste 2 séries. Là, il faut boire un coup, croyez-moi. Parce que là c'est chaud. Là, c'est chaud cacao. On y va. Phoenix Suns contre Los Angeles Lakers. 2e contre 7e. Les Lakers qui se sont qualifiés au play-in après un match. Une victoire contre les Warriors après prolongation. Jean-Éric, tu commences. Je pensais que tu finirais par cette série, tu vois. Je pensais que tu allais la garder sous le coude. Non, moi, j'ai mis les Lakers. J'ai mis les Lakers 4-2. Jean-Jo. Alors j'avais mis 4-2 pour les Lakers avant de savoir que LeBron ne serait pas sanctionné par la NBA. Du coup, je change mon bracket à 4-1. Wow. Je pensais que tu allais mettre dans l'autre sens. Finalement, c'est Phoenix qui gagne. Waouh. Eh ben, moi j'ai mis les Suns 4-3. Oh là là. Comme je On t'écoute, quand je me sépare, je vais commencer. Je vous cache pas que quand j'ai fait mon petite analyse et que j'ai demandé à mon stagiaire chinois de me remplir le fichier Excel, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les cases que je cochais, elles allaient en la faveur des Lakers. On va pas se mentir. Plus j'analysais le truc, je me dis, oh putain, mais en fait, ça sent vraiment la merde pour les Suns. Néanmoins, ce qui me plaît avec les Suns, c'est qu'ils ont été vraiment réguliers pendant toute la saison, un jeu collectif vraiment canon, et surtout les Lakers, je pense que eux, pour le coup, ils tirent vraiment sur la corde. Tout dépendra de l'état de santé de LeBron James. Et pour moi, il est loin d'être à 100%. Même contre les Warriors, tout le monde se touche là sur son dernier tir. Il a quand même fait un triple-double, hein. Mais il n'a pas fait un gros match. Hein. Il n'a vraiment pas fait un gros match. On l'a vu vraiment en difficulté. Anthony Davis, pareil.
pour que les Lakers gagnent, il a fallu Schroeder, c'est la dernière fois que je prononce son nom. Pour que les Lakers gagnent ce match, il a fallu que Caruso fasse un gros match, même si je sais qu'il a vraiment progressé, il est capable de refaire ça. Mais bon, sur une série au meilleur des 7 matchs, si c'était un play-in en un match, j'aurais sûrement mis les Lakers. Mais sur une série comme ça, les Suns, je sens qu'ils sont prêts. Il y a une belle histoire derrière la carrière de Chris Paul. Je pense que ça va se faire là. Ayton, il a progressé, Booker, il a progressé, et j'ai peur que les Lakers soient diminués physiquement et qu'ils ne peuvent pas gagner une série sur 7 matchs. C'est mon avis. Mais c'est vrai que c'est chaud. Jean-Éric, vas-y. Moi, ça tiendra sur une seule approche qui est, on parie pas contre les Browns, c'était sûr de perdre. Je pense que ça dépendra vachement de sa forme et de la forme de Davis, parce que les Browns, il peut peut-être être emmerdé, mais si Davis est en forme, personne à Phoenix peut l'arrêter. On a quand même une équipe de Los Angeles qui a une bien meilleure défense que Phoenix. Et puis après, c'est vrai que moi, ce que je trouve marrant, on en discutait auparavant, c'est qu'il y a 2 règles universelles en NBA ces dernières années. C'est que LeBron, quand il fait les playoffs, il va en finale NBA, et que c'est Chris Paul, quand il fait les playoffs, il perd en demi de conf. Donc c'est à dire que les deux sont censés passer un tour, donc il y a une des 2 règles qui va s'effondrer. Et donc encore une fois, je ne parierai pas contre LeBron, parce que c'est un coup à se casser la gueule. Donc 4-2 Lakers. Ah là là, vous êtes chaud. Au fond, moi je serais pour Phoenix. Hein. C'est une belle histoire, Phoenix, c'est joli, c'est sympa, c'est propre. Mais si on rationalise le truc, si on fait des tableurs Excel, c'est les Lakers qui passent. Ok, Jean-Jo, vas-y. Non, mais ouais, c'est vrai, ils ont fait une magnifique saison à Phoenix. C'était bien de les voir à ce niveau, c'est bien de les voir faire les playoffs. Maintenant, c'est dommage de tomber contre les Lakers au premier de l'époux. J'avoue. Non, mais LeBron et Anthony Davis, on est quand même sur un monstre à 2 têtes terrifiant, même si physiquement ils sont pas au top, ça reste les top players à leur niveau. Il y a quand même le gros pépère Drummond qui est là, qui va bien faire chier Ayton, à mon avis. Et je pense, quand même, parce qu'au final, quand on en rigole, mais on se rend quand même compte que c'est lui qui fait beaucoup la différence, c'est que Caruso peut quand même bien emmerder les Suns en défense, notamment. Parce que le gars, il est vaillant, c'est un soldat, et il défend vraiment super bien. Et je pense que il peut vraiment faire chier les Suns. Il est impressionnant en défense, Caruso. En tout cas, contre les Warriors, plusieurs fois, il a stoppé Curry, quoi. Il lui a fait perdre la balle. C'était vraiment. Mais il est très impressionnant. intelligent, ce joueur. Il est sous-coté parce qu'il a un physique bien moche. Mais il est très. C'est un vrai joueur de basket intelligent. Bon, moi j'ai envie de croire, je le dis, j'ai envie de croire qu'il y a une justice dans le basket et que le meilleur basket collectif gagne. Et que les Lakers. Voilà, je sais qu'avant qu'ils se blessent, LeBron était chaud bouillant, mais là voilà, c'est pas le même LeBron, c'est pas le même AD. Booker, il va foutre un bordel. Ils peuvent pas stopper Paul et Booker, c'est ça que je veux dire. S'il y avait une justice dans le basket, les Kings auraient passé les Lakers il y a 20 ans. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de justice dans le basket. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'ils ont perdu. Comment ? Ça, c'est s'il n'y avait pas de corruption. C'est pas une question de justice. C'est ça, c'est une question de corruption. Parce que la différence, c'est qu'en face, il y avait un jeu collectif. C'était les Lakers, c'était attaque en triangle, c'était un jeu collectif. J'ai envie de croire que le jeu collectif va gagner sur le jeu un peu plus basé sur le côté individuel. Voilà, Schroeder, bon, il a pas l'air chaud en ce moment. Et LeBron et AD, c'est pas au top. Donc je continue à penser que les Suns vont gagner. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Je fais référence à un truc qu'on s'était dit avec Jean-Jo. Jean-Jo me disait, rappelle-toi des Rockets 95 quand ils font le doublé, le cœur de champion, blablabla. Et moi en réponse, je lui ai dit, rappelle-toi des Lakers 2011, quand après le back-to-back, on n'aurait jamais pensé qu'ils gagneraient contre les Mavs, alors que les Mavs jouaient beaucoup mieux. Mais c'était, voilà, c'est les Lakers, c'est Phil Jackson, c'est Kobe. Et ils se sont fait défoncer 4-0. En face, il y avait un jeu collectif hyper huilé. Donc je pense que ça va être comme ça. Je pense que c'est l'année de Chris Paul. Ça ne veut pas dire que je pense qu'ils vont gagner le titre, mais je pense que ça va être une série de fous. Et je vois bien le basket collectif. Ce que tu dis fait plaisir, parce que ça montre que tu n'es pas qu'une machine et qu'il y a un cœur qui bat derrière les tableurs Excel. Et ça, c'est bien, ça fait plaisir. Je te tutoie parce que t'es de l'amour en énergie, t'es de l'énergie pure. Même si malheureusement, j'ai peur que tu te casses la gueule sur cette histoire. Mais personnellement, je partage ton avis. J'espère que Phoenix passera. Mais il faut être lucide à un moment donné, quoi. Je vous attends au tournant. Je sens que ça va se faire. Bon, bref, c'est pas grave. On passe à la dernière série
qui est pas mal du tout à pronostiquer, qui est pas évidente entre les Nuggets et les Blazers. Donc les Nuggets qui jouent sans leur superstar Jamal Murray. Les Blazers qui ont fini 6e avec un mois de mai plutôt chaud patate. Jean-Jo, tu commences. Quel est ton pronostic? 4-2 pour Denver. 4-2 pour Denver. Jean-Éric? 4-3, parce que je pense qu'ils finiront à domicile, mais ça va être une série compliquée à pronostiquer aussi, celle-là. 4-3 pour Denver. Pour Denver, oui, pardon, pour Denver. Moi, je mets Portland 4-2. Je mets Portland 4-2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, les Blazers, ils ont une défense toute pourrie. On est d'accord. Ils ont une des plus mauvaises défenses. On est d'accord. Ok. Rappelez-vous du match qu'on a vu entre les Nuggets et les Jazz. Les Jazz jouaient sans Conley, sans Mitchell. Ils se sont pris 48 points de Bogdanovic. Et Clarkson leur a foutu un bordel. Et on était tous d'accord pour dire que la défense de Denver sur les extérieurs était vraiment nulle à chier. Au même titre, je sais que vous allez me dire, mais qui va stopper Jokic? Ok. Mais qui va stopper le trio Lillard, McCollum, Powell, avec en bonus tracks Covington et Carmelo. En fin de match, ils aiment bien faire le 5 de la mort avec ces 5-là. Il n'y a pas d'intérieur. Ça va être compliqué après à défendre sur Jokic d'ailleurs en bas. Je suis d'accord, mais la ligne arrière est tellement dominante chez les Blazers avec un Damian Lillard qui est quand même en mode playoff. C'est quand même pas un guignol. Et au mois de mai, les Blazers, ils ont battu Denver, ils ont battu Utah, ils ont battu les Lakers, ils ont battu Boston, ils ont battu Brooklyn, ils ont battu Brooklyn, voilà. Et les Nuggets jouent sans Murray, donc pour moi, c'est triste, hein, parce que Jokic va peut-être être élu MVP, mais je pense qu'ils vont perdre au premier tour contre les Blazers. À vous, allez-y, défoncez-moi, allez-y. Lâchez-vous. Non, on va pas te défoncer. Il manque Barton aussi, hein, et a priori, il va pas reprendre de suite. Hein, et finalement, Alors, que Murray... par rapport à ça, Barton, il est absent jusqu'à au moins, il y a écrit au moins lundi, effectivement, donc Ouais. il risque d'être en mauvaise condition, je suis d'accord, donc ça va être, pour moi, ça va vraiment être compliqué pour la ligne arrière des Nuggets, vas-y, ouais. Ouais, c'est ça, mais après, ils ont leur 5 de grande taille, là, Denver, qu'ils avaient utilisé contre Utah, et qui, à mon avis, vont reproduire. C'est vrai que ça va être difficile de défendre sur les pétards extérieurs, mais en face, ils vont leur marcher dessus j'allais dire à l'intérieur, mais non, ils vont leur marcher dessus à l'intérieur de la ligne à 3 points, quoi. Donc, voilà, moi perso, je miserais sur Denver, parce que la dynamique globale, même si Portland finit en effet très fort sur mai, et Denver un petit peu moins à la fin, ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs, mais ils ont balancé pour pas se taper les Lakers au premier tour. Ils l'ont à peine masqué. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Ça accuse. Oh, Il a pas peur. annoncé. Dernier match, en effet, c'est Portland qui gagne à domicile en mai, mais c'était le 17 mai, un match qu'ils ont balancé justement à cause de ça. Le match précédent, c'était en avril, c'était à Portland aussi, et ça s'est joué à 1 point. Donc série très très compliquée. Je pense que moi, Denver, je les vois bien, un peu comme l'année dernière, à faire des matchs des séries de raccro et passer 4-3, 4-3. Ouais, mais Voilà. sans Jamal Murray, tu vois faire ça, parce que l'année dernière, en playoff, c'est une bonne réforme ce que tu fais. En playoff, l'année dernière, c'est quand même Murray qui fait des cartons en chaud 40 bouillant. points en playoff, hein. Et là, il est Ouais, pas là, là, donc... Là, il y a Porter Junior qui est quand même assez magique en attaque récemment. Et puis, bon, Jokic, quoi. Jokic, il va porter son titre. Et voilà, le mec, il a fait tous les matchs de saison régulière. Il est chaud comme la braise. Et j'espère qu'il va faire le nécessaire pour. Mais si Portland gagne, il n'y aura pas scandale. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? Sans Murray, sans Jamal Murray, c'est quand même 13 victoires pour 5 défaites. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est compliqué, mais c'est bien. Sans sa superstar, c'est vraiment bien. Maintenant, celui qui va être attendu au tournant, et Jean-Éric le disait, ça va être Michael Porter Jr. Le gars, offensivement, on sait qu'il est excellent. On sait qu'il peut prendre feu à n'importe quel moment. Maintenant, les playoffs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en défense que ça se gagne, et c'est aujourd'hui son gros point faible. Je pense que la lumière, elle va venir de lui, parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a personne pour défendre sur Lillard et Barcelone. Il n'y a pas de défenseur extérieur à Denver. Par contre, le banc des Blazers est dégueulasse. À part Carmelo Anthony qui peut te mettre 15 points et Enes Kanter qui peut te mettre 20 points, 20 rebonds s'il est bien luné. Mais t'en coûtais autant en défense. Hein. Le problème de Kanter, c'est qu'en défense, c'est une catastrophe, quoi. Ah oui, Carmelo aussi. Non, mais la défense des Blazers, elle est toute pourrie, de toute façon. On peut pas citer tous les joueurs. 29ème, hein. 29ème au defensive rating, c'est ouf. Par contre,
J'attends, il y a un duel quand même que j'ai envie de voir moi dans cette opposition, c'est Jokic contre Nurkic. Je pense que ça promet d'envoyer quand même pas mal ça. Finalement, j'attends beaucoup de duels d'intérieur. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. Toi, t'as envie de voir des bagarres. T'as envie de voir la bagarre entre Gobert et Valanciunas, et là, entre Nurkic et Jokic. T'as envie de Non, voir des bastons. il veut des duels qu'il n'arrive pas à prononcer, c'est ça la vérité. Quand même, Nurkic, ancien joueur de Denver, et je l'ai connu à cette époque, si vous voulez la petite anecdote, parce qu'il avait mis un contre énorme sur Pogazol, à l'époque où il nous avait martyrisé à l'équipe de France avec l'Espagne, et j'ai surkiffé ce moment-là. Et derrière, il lui a dunké dessus, il l'a fait tomber, s'est foutu de sa gueule ouvertement et s'est fait virer du match. J'ai découvert Nurkic comme ça. C'est vrai que t'es tombé amoureux. Coup de foudre. Ce gars, quoi. T'es tombé amoureux. Coup de foudre. Oh putain, quel plaisir de voir ça. Donc une tête de con, quoi. Oh, sur Gazol, on pardonne tout. Ouais, carrément. Ouais, je comprends votre point de vue. Moi, vraiment, je regarde l'année dernière, en playoff, les Nuggets, c'était super poussif. Et ils avaient Murray qui était chaud bouillant. T'enlèves Murray, il y a quoi à la place? Campazzo, je le kiffe, hein, mais c'est pas Murray, c'est ses premiers playoffs NBA, il va galérer. Moi, en fait, j'anticipe, je prévois, je prédis un Porter Junior qui se chie totalement. Parce qu'il est en train de se monter la pression, il est en train de se la raconter. Arrêtez de vous la raconter! Et je pense qu'il va se chier dessus. En tout cas, il va pas être très constant pendant toute la série parce que pour que les Nuggets gagnent, il faut que Porter il soit bon à chaque match. Et n'oubliez pas que Gordon, qui s'intègre bien dans l'effectif, il a déjà joué en playoff, Gordon. Il a déjà joué à ce niveau-là. Je pense que vraiment ils sont pas prêts. Sans Murray, ça va être vraiment compliqué. En face, il y a une équipe qui, même s'ils n'ont jamais vraiment cartonné, qui a l'expérience des playoffs. Ils ont Lillard avec eux. Ça artille de ouf. Ça va être un match-up super intéressant. Pour moi, la balance, ça va plutôt du côté de Portland. Voilà. Okay. Bon, bah dans 2 émissions, on pourra se foutre de ta gueule. C'est bien. Ah bah écoutez, putain, alors les gars, si jamais les Suns et les Blazers passent, là, clairement, vous allez m'entendre, c'est sûr. Ouais. Là, c'est sûr. Parce que là... Ça n'arrivera pas, donc on a ses zen. Ah, vous êtes zen, vous êtes zen. Là, vous êtes zen. Là, on est samedi soir, vous êtes zen. On verra après, on verra plus tard. Mais j'ai hâte de voir ça. Putain, j'ai hâte de voir ces matchs-là. Ouais, je pense que bien. ça va pas être aussi évident. Même si Denver passe, je pense pas que ça va être si facile. Je pense pas. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. On va commencer à checker un peu ce qui se passe par rapport à nos pronostics. On va vérifier tout ça. Et puis, j'ai hâte qu'on fasse le point pour ces playoffs qui s'annoncent absolument dingues. Amusez-vous bien. Je vous souhaite de très bons playoffs. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et surtout, n'oubliez pas qu'avant de se coucher, c'est important de... Et voilà ce qu'il avait fait. C'est pas terrible, non? Oui, c'est pas terrible.